Bonjour à tous, bienvenue à cette première vacation depuis Los Angeles, comme on dit, avec quelques-uns des skippers de ce Vendée Globe 2016-2017 qui sont encore en mer. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir François Denis, navigateur, mais aussi dessinateur de nombreux dessins qui sont parus en partie d'ailleurs sur le site de Voiles et Voiliers et qui ont fait l'objet d'un petit opuscule qui s'appelle Un Vendée sinon rien. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure avec François. Et Benoît-Marie, vainqueur de la Mini Transat 2013, qui est maintenant reconverti dans les bateaux à foil, mais qui peut-être a d'autres projets au large d'ici quelques années. Les points communs avec ces deux skippers, que nous allons appeler aujourd'hui Konrad Coleman et Alan Roura, c'est que tous peuvent porter sur leur tableau arrière le fameux autocollant Born in Class Mini, qui signifie qu'ils ont tous été, à un moment ou à un autre, participants à la Mini Transat. On va faire un petit point sur la course avant d'appeler nos concurrents. Les Sables d'Olonne s'apprêtent à accueillir le 7e concurrent de cette édition, en l'occurrence Louis Burton, qui n'est plus qu'à 300 000 de la ligne d'arrivée. Porté par des vents soutenus, il devrait franchir la ligne devant la fameuse bouée Nook Sud demain matin. Konrad Coleman est quant à lui dans l'hémisphère nord, en 10e position, précédé par Nandorfa et Eric Bellion. À 2600 000 de l'arrivée, il devra en finir d'ici une grosse semaine. Alan Roura, 13e, navigue dans le sillage d'Arnaud Boissière et de Fabrice Amédéo. Il lui reste encore 3600 000 pour en terminer et le poteau noir à franchir. Petit point météo pour la flotte. Donc on va commencer à l'arrière de la flotte avec Sébastien Destremo qui navigue le long de la barrière des glaces. Il est un petit peu bloqué par cette barrière des glaces et un anticyclone juste au-dessus de lui. Il devrait pas tarder à avoir du vent. Malheureusement, ce sera au près. Donc il va lui falloir dans le futur faire quelques virements de bord pour progresser à nouveau vers le nord, mais ça lui permettra de s'éloigner de la limite des glaces. Ensuite, un peu plus loin devant lui, Peter Erema, Didac Costa, Romain Attanasio et Rich Wilson ont des conditions qui sont un peu similaires. Ils naviguent vent de travers le long des côtes du Brésil. Malheureusement, la situation n'est pas très stable. Il y a beaucoup de bulles anticycloniques et des nouvelles qu'on a du bord, pas mal de grains qui rendent les marins un petit peu fous. Ensuite, on a Alan Roura, Fabrice Amédéo et Arnaud Boissière qui sont en route pour l'Équateur. Pour Arnaud Boissière, ça devrait être dans les prochains jours. Et les nouvelles du poteau noir sont plutôt positives. Donc les trois marins devraient arriver à s'extirper assez rapidement de cette zone qui peut être parfois un petit peu difficile. Devant lui, Konrad Coleman, qui navigue juste derrière Eric Bellion. Ils sont tous les deux dans des alizés plutôt soutenus, entre 15 et 25 nœuds. Ils progressent bien vers le nord. Malheureusement, c'est moitié travers, c'est presque au près pour Konrad, qui donc doit s'adapter un petit peu avec son choix de voile un peu réduit, mais ils progressent de toute façon tous les deux bien vers le nord. Devant eux, Nandorfa, et un peu entre deux systèmes météo. Il est en train de contourner l'anticyclone des Açores. Il va pouvoir profiter d'une belle dépression qui arrive sur l'Atlantique Nord et qui devrait l'emmener jusqu'au Sables d'Olonne. Donc il devrait y arriver en milieu de semaine, la semaine prochaine. Tout à l'avant, Louis Burton fait ses derniers milles en course. Il est poursuivi par une méchante dépression hivernale, mais il devrait y échapper sans problème puisqu'il est attendu au Sables d'Olonne jeudi matin assez tôt. Donc il devrait être au port pendant que le gros de la dépression passe sur la côte ouest de la France. Ok, et maintenant, place au direct. Nous avons Alan Roura directement en ligne depuis la mer. Bonjour Alan, comment ça va ? Eh ben, ça va plutôt pas mal aujourd'hui, hein. Soleil, vent de travers, des conditions idylliques. Bon, conditions idylliques dans les alizés de l'hémisphère sud. Ouais, toujours dans l'hémisphère sud, passer l'équateur là, le 3. J'ai compris que tu allais passer l'équateur d'ici 3 jours à peu près. Donc les conditions sont bonnes, le moral impeccable. Et après, il reste encore le poteau noir. Ah, il reste le poteau noir. Alors dans les fichiers météo qu'on reçoit là, il est quasiment inexistant, mais a priori il est quand même bien là.
Donc, faire attention. Là, j'ai tout le maximum d'avance sur les copains de derrière, là, pour pouvoir le pousser tranquillement, on peut se rattraper. Donc, voilà, je l'attends avec impatience pour aller rejoindre les Alizés. Bon, avant de passer la parole à nos deux invités, j'avais juste une petite question. Tu navigues quand même sur un bateau qui est un bateau mythique, puisque c'est celui qu'avait Bernard Stamm pour faire la Velux, avec lequel il a essayé de faire le Vendée Globe. Un Suisse succède à un autre. C'est une responsabilité pour toi? Ah, c'est une, ouais, il y a il y a une part de ça, et à la fois, bateau a jamais fini le Vendée Globe, donc, ça sera une première pour lui, ça sera une première aussi en tour du monde en solitaire, sans escale. Donc, voilà, je suis très fier d'être le skipper de ce bateau, et puis, bah, il marche quand même bien, mine de rien, parce que je suis quand même dans une flotte de bateaux beaucoup plus simple que Super Bigou. Donc, en un moment, je suis très content du bateau, et j'espère que Bernard est content des performances que le bateau arrive à monter aujourd'hui. Bon, bah, écoute, je vais d'abord te passer François Denis, qui est à mes côtés. Puis il y a aussi Benoît Marie, tu connais tous les deux, puisque tu étais de la Mini Transat en 2013. On va commencer avec François Denis, qui a une petite question pour toi. Oui, salut Alan. Je voulais savoir, est-ce que tu repasses à la cabine publique, enfin téléphonique au Brésil ou pas cette année? Tu refais une petite escapade vers la salle, c'est ça, là, pour s'occuper du bateau? J'ai Benoît Marie à côté de moi qui a sûrement une question pour toi, Alan. Ouais, salut Alan, tu m'entends? Ouais, Alan, dis-moi, tu nous disais que les conditions étaient idylliques, que tu étais sous le soleil au vent de travers sur un super bateau. Mais je voulais que tu nous racontes, tu as bien une anecdote sur laquelle tu craques un peu quand même, non? C'est pas toujours facile le Vendée Globe, non, quand même? Ah là, je dis qu'elles sont idylliques parce que ça fait 5 heures qu'il y a des conditions, mais hormis ça, j'en ai bien bavé là depuis depuis le départ. Hein. Là, voilà, ça devrait être plus trop mal dans les jours à venir, mais de ce que je vois là au niveau des Açores, les 3-4 derniers jours, là, ils vont être bien intenses avec des plein de grosses depths. Il faut profiter un maximum de tout ce passage là, de la remontée de l'Atlantique avant l'enfer qu'on va vivre avant d'arriver. Ça va être un peu ça. Ok, bah, prends soin de toi, Alan, et on compte sur toi pour amener le bateau entier jusqu'au bout. Hein. T'inquiète pas, je vais le finir là, t'inquiète pas. Ouais, c'est tout ce qu'on te souhaite, mon gars. Je voulais savoir, le fait de voir que les premiers sont arrivés, je suppose que ce n'est pas un moment qui est forcément un moment toujours très très facile à vivre à ce moment-là, non? Ah, c'est sûr que c'est pas simple. Après, comment dire, il y a les avions de chasse, il y a les petits missions là, tu sais, dans lesquels on jette pour faire du saut en parachute. En gros, voilà un peu la comparaison entre les bateaux et les avions, quoi, ça revient un peu au même. Donc on peut pas, comment dire, on peut pas se sentir mal par rapport à ça. On a pas tous les mêmes bateaux, donc à un moment donné, c'est sûr qu'ils sont arrivés bien avant. Maintenant, j'espère qu'en 2020, ça sera à mon tour. Bon, bah écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite, c'est déjà d'arriver au Sable d'Olonne, d'en profiter bien et puis effectivement de te retrouver en 2020 sur un avion de chasse, tu le mérites en tout cas. Merci beaucoup. Ouais, Conrad, est-ce que tu nous entends? Oui. Bon, bah écoute, parfait, on va pouvoir commencer la vacation. Bah déjà, peux-tu nous décrire les conditions que tu as actuellement? Oui. Les conditions ont vachement changé depuis le Port-de-Noir, mais surtout le temps que j'ai remonté à la côte brésilien. Je suis penché à 20 degrés, le bateau il est tout sur la vague tous les 3 secondes, avec un impact qui des fois est assez effrayant. Ouais, Conrad, tu disais que le bateau tapait beaucoup, que c'était très inconfortable. Oui,
le vie d'abord, c'est pas très facile. Mais quand j'ai 10 euros à la fin, je suis prêt à vendre mon âme au diable pour avancer. Donc, je suis content de faire les 1000 vers le nord. Bon, encore une grosse semaine de navigation et ça sera la délivrance devant les Sables d'Olonne. En même temps, ta performance 10e actuellement du Vendée Globe, tu aurais signé pour ça au départ, non? Ah oui. Est-ce que je suis content? Oui, mais déjà d'avoir fait, je crois, aujourd'hui 90% de parcours de Vendée Globe en solitaire avec un vieux bateau qui n'arrête pas de compliquer la vie avec le souci technique. Bien sûr, je suis content d'être ici, même si je suis plus vraiment dans le match, avec le fait que je suis en train d'utiliser mon aérienne de fer, que j'ai quelques questions par rapport au système hydraulique et que je manque 3 voiles. C'est un petit peu comme quelqu'un qui court un marathon qui a perdu un jambe sur la route. Donc, en fait, il avance quand même, mais c'est pas vraiment la capacité que j'avais au début. Et ça suffirait largement pour arriver et terminer. Donc, en fait, je peux pas être malheureux avec cette situation. Bon, Conrad, j'ai 2 invités avec moi. À mes côtés, j'ai Benoît Marie, le vainqueur de la Mini Transat 2013, qui a sûrement une question à te poser. Ouais, bonjour Conrad. Tout d'abord, avant de te poser ma question, je voulais te féliciter pour ton parcours. Je sais que c'était pas facile d'être au départ et la course ta course n'est pas une des plus faciles, d'après ce que j'en comprends bien. Je voulais que tu nous expliques un peu quelles sont les sources de joie, de bonheur et éventuellement de frustration dans l'aventure qui est la tienne. Et puis aussi après 87 jours de mer, peut-être qu'il y a quelque chose qui te manque le plus. Voilà, je voulais que tu nous dises un peu ce que tu pensais de tout cela. Oui, salut Benoît, mais actuellement aujourd'hui avec le bateau qui fait la sauce mouton, mon source de motivation c'est que ce serait fini bientôt. Même si cette réponse est peut-être pas très politique, mais après 3 mois en mer, avec ma gueule pour compagnie, je suis prêt pour voir les autres gens. Non, mais plus sérieusement, c'était un cours, une aventure extrêmement dure pour moi parce que c'était difficile d'être au départ. J'étais vraiment fatigué quand je coupais la ligne de départ et j'ai pas eu beaucoup de moments pour me reposer depuis avec la course en solitaire, c'est pas connu pour bien dormir. Donc ce que je veux montrer, c'est que c'est une mission personnelle. Je veux montrer qu'il ne faut jamais baisser les bras, qu'on est toujours capable de grandir dans les situations qui sont difficiles et on est toujours capable de plonger nos propres profondeurs pour trouver l'énergie et le savoir-faire et les moyens pour sortir des situations qui, aux premières introductions, paraissaient pas juste difficiles, mais impossibles. Donc ça, c'est vraiment ma source de motivation. Je suis un bélier, comme Clara, dans ce sens-là, et très dur dans ma tête, et dès que j'ai dit que je vais y réussir, je vais y arriver. Donc ça vient de ça. Et qu'est-ce qui manque le plus? C'est surtout le gens, mes proches, les terriens, et ils se foutent un petit peu de nous. Et il dit que les gens qui font le solitaire, ils font parce qu'ils n'ont pas d'amis et qu'ils n'ont pas de choix. Et c'est pas du tout le cas pour moi. Je suis quelqu'un de social et
et d'être si loin de mes proches, ça me manque beaucoup. Donc je veux bien la nourriture fraîche et d'être entouré à nouveau par mes proches. Ouais, t'en fais pas, Conrad, il y aura de la nourriture fraîche à l'arrivée. Et puis je pense qu'il y aura plein d'amis et plein de copains qui seront là sur le ponton pour t'accueillir. J'ai François Denis qui est à côté, qui a sûrement une petite question pour toi aussi. Salut Conrad. Je voulais... Salut encore. Je voulais savoir si tu avais des graines que tu arrivais à faire pousser dans ton bateau pour avoir des légumes. Des graines, des tout. Ouais, du soja, enfin des trucs qui poussent dans l'humidité, quoi. J'ai pas de graines de soja, mais j'ai un paquet devant moi qui dit sulfa radii. Et j'ai un petit poco en plastique avec les graines qui sont à nouveau en train de pousser. Donc peut-être pas demain, mais le jour d'après, je vais voir un salade encore. Donc j'ai deux petits cocos en plastique, donc j'ai la série de graines qui poussent, qui tournent et qui font que j'ai un salade assez régulier, surtout dans les climats où il fait bon comme maintenant. Donc c'est vrai, j'ai dit que ça me manque de nourriture fraîche, et je ne suis pas juste un mécanique, un navigateur et un photographe, mais je suis un paysan aussi. Donc, je prépare mes propres nourritures ici aussi. Donc, c'est encore Ouais, bah, c'est absolument génial, Conrad. Non seulement tu es naturel, mais super naturel, quoi. Enfin, énergie naturelle, punch naturel, grimpeur naturel aussi. J'ai l'impression que tu dois avoir plein de poils qui poussent, d'ailleurs. Oui, ça va. Bon courage à toi. Ouais, Conrad, on était ravis de t'avoir au bout du fil. Juste avant de te laisser, juste un petit message. Je discutais il y a quelques jours avec Jean Le Cam, et Jean Le Cam, il me disait, il y a un gars qui m'impressionne particulièrement, enfin il y en avait deux, c'était Alan Roura et Conrad Coleman, donc je tenais à te le dire aussi. Ah ben c'est génial, je trouve que Jean est très généreux avec nous, et c'est sympathique de voir une oreille assez expérimentée qui a sélectionné Alan et moi comme les gens qui se battent pour être ici et pour terminer. Donc ces messages sont très bien reçus et fortement appréciés. Donc, merci. Bon, bah écoute, Conrad, en tout cas, on te souhaite d'arriver vite et de vite retrouver tout ton petit monde, tes copains, et puis d'avoir de la nourriture fraîche, en tout cas. François, quel regard vous portez sur ces garçons, donc Conrad et Alan, et puis après, on parlera un petit peu de la manière dont vous avez fait vos dessins tout au long de ce Vendée Globe. Oui, donc PF, je regarde ce Vendée Globe un peu... Enfin, je l'ai surtout dessiné. Quand je vois le mal qu'ils se donnent, les conneries, voire les avaries qu'ils ont pu avoir tout au long de ce périple-là, je suis vraiment étonné, voire vraiment pas en adoration, mais c'est des mecs incroyables, quoi. Voilà, je crois que je cherche mes mots pour dire vraiment ce que c'est, ce Vendée Globe. Voilà, c'est un peu le début de l'histoire, c'était faire le Vendée avant de faire la Mini Transat. Et c'est vrai que, voilà, j'ai plus rien à dire. On va quand même parler de ces petits dessins, de ces petits croquis. Alors, d'abord, l'inspiration, elle vient comment ? Qu'est-ce qui fait qu'un matin, on se décide, on dit, tiens, ça y est, j'ai telle idée, comment ça vient ? Il faut suivre tous les jours ce qui se passe, il faut essayer de trouver des anecdotes. C'est quoi la source d'inspiration ? Donc, ma source d'inspiration, en fait, c'est la cartographie. Et pas tellement la connaissance des personnages, parce que je les connais que très peu, mis à part Conrad et Alan et peut-être un peu Nandor. Mais simplement, en fait, je vois les choses, je vais au café le matin, je discute avec mes copains de bistrot, et puis quelquefois les idées arrivent, mais quelquefois elles n'arrivent pas du tout. Bon,
j'ai l'impression qu'il faut quand même avoir un peu d'empathie pour ces skippers, pour pouvoir faire ces dessins, parce que les dessins, des fois, ils sont, on va dire, un petit peu ironiques, un petit peu vachards, mais en même temps, ils sont jamais vraiment méchants. Oui, c'est vrai, j'arrive pas à faire dans la méchanceté, en fait. C'est un peu compliqué. Je déteste la méchanceté et j'adore, en fait, comprendre et voir entre le vent, la météo, enfin, voir ce qu'ils peuvent endurer, parce que, bon, je connais des vagues de 2 mètres, de 3 mètres, de 4 mètres, mais ce qu'ils ont abordé dans l'océan Indien ou dans le Pacifique, ça devait être juste énorme. Et pour moi, c'est, je sais pas, un autre monde. Et donc, j'adore transcrire les émotions, enfin, par mon crayon, enfin, trouver exactement ce qu'ils vivent par l'entremise de mon crayon, en fait. Bon, et en même temps, écrire, faire des dessins sur le Vendée Globe, c'est tout de suite, on va dire, la reconnaissance d'un public qui est un public nombreux. Il suit dans Voiles et Voiliers, notamment sur le site internet de Voiles et Voiliers. Il y avait tes dessins qui apparaissaient régulièrement. C'est une notoriété qui apparaît, non? Je ne sais pas. Pour moi, c'est assez virtuel. J'ai pas l'impression d'avoir plus de potes au bistrot. Non, j'ai plein, sûrement des gens qui aiment bien mes dessins, mais je les connais pas, donc en fait, je m'en fous. Bon, on sera déjà 2 ici à bien aimer les dessins. Benoît Marie, voilà, donc quand toi tu suis les skippers qui sont en train de faire ce Vendée Globe, est-ce que ça te donne envie ou est-ce que tu te dis non, c'est vraiment pas fait pour moi? Je pense qu'il y a un petit côté de moi qui est assez admiratif de ce que les garçons sont en train de réaliser sur ce Vendée Globe. Et il y a quelques anecdotes aussi que j'ai relevées où certains disaient que c'était juste le dernier endroit où tu avais envie d'être dans ta vie. C'est un peu contradictoire tout ça. Je pense que c'est une très très belle course et c'est l'Everest du marin en solitaire. En tout cas, c'est forcément intéressant. Voilà. Après, c'est sûr que ça fait envie. Après, Yet, c'est une autre paire de manches, quoi, hein. Bon, alors après la Mini Transat, toi tu es parti dans un autre domaine complètement différent, puisque tu es allé faire du bateau à foil, du mot à foil, avec des résultats qui étaient des résultats plus que corrects, parce que peut-être que pas grand monde t'attendait finalement tout de suite au niveau que tu as réussi à avoir. Et puis maintenant, je crois que tu as des rêves hauturiers qui recommencent à apparaître. Oui, effectivement, moi j'avais choisi après la Mini Transat de tout réapprendre et de mettre tout mon apprentissage un peu à plat, enfin tout ce que j'avais appris un peu à plat pour apprendre à voler, parce que je suis intimement persuadé depuis pas mal de temps que le futur c'est sur les bateaux qui volent. Et il se trouve que oui, j'ai des très bons résultats sur le circuit international de mode sur lequel je navigue. Et moi maintenant, mon objectif c'est d'arriver à concilier cette expérience que j'ai apprise du bateau qui vole sur la course au large. C'est un peu mon Graal, quoi, d'arriver à voler au large. Et pour ça, voilà, j'ai un projet de faire du multicoque sur la prochaine Route du Rhum. Donc voilà, c'est là-dessus que je suis en train de travailler pendant l'hiver. Sur un multi 50 ou sur carrément un maxi? On peut rêver, non? Bon, rêvons un peu. Question que j'ai envie de poser à tous les deux. On parle du Vendée Globe, on parle dans le Vendée Globe, on parle de l'exercice de la solitude. Un bon apprentissage de la solitude, c'est la Mini Transat, non? Non, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une différence entre la Mini et le Vendée Globe, c'est qu'en Mini, effectivement, on est réellement tout seul mentalement et physiquement. C'est-à-dire qu'on n'a pas de téléphone, on n'a pas de connexion avec le monde. Donc là, on est vraiment livré à soi-même. Et je pense que c'est un super apprentissage pour la suite, pour la vie. Après, sur le Vendée Globe, ça dure beaucoup plus longtemps. Donc c'est sûr que c'est pas le même engagement de ce côté-là. Après, ils ont du contact. Et je pense qu'heureusement, parce que ça doit pas être drôle tous les jours. Et donc voilà, je pense qu'effectivement, la 1300, c'était un bon point de départ pour apprendre ça. Mais bon, je pense que ce qu'ils font, c'est encore un niveau un peu au-dessus.